Bonjour, bienvenue aux machines. Cette semaine aux machines, Alexis Nantel. Alexis Nantel, un aventurier, un gars de montagne, un gars de défi. Il vient nous parler de toutes les montagnes qu'il a gravies, son intérêt pour la nature et pour les montagnes, comment il est impliqué dans les médias également, parce qu'Alexis va partir bientôt sa nouvelle émission à TVA Sport qui s'appelle Alexis le randonneur, qui s'annonce d'être fort intéressante. Il nous parle de l'importance d'avoir un mentor dans la vie et sa connexion spéciale qu'il a avec la Russie, un endroit magique qu'il vient partager avec nous. Alors, vraiment un gars intéressant, connecté à la nature, passionnant, qui va vous faire rêver. On vous remercie d'être là chaque semaine, de nous encourager pour tous vos messages, pour tous vos commentaires. C'est super apprécié. Alors, bienvenue aux machines, Alexis Nantel. Ce podcast vous est présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout. Bonjour, bienvenue aux machines. Cette semaine, Alexis Nantel. Alexis, je te connaissais pas en tout. C'est Stéphanie qui a dit « Hey, Alexis Nantel a liké les machines. » Je disais « C'est qui ce gars-là? » J'ai regardé ce que tu faisais. Je me rends compte que tu es un gars comme moi, bien ordinaire, qu'on Oui. fait des affaires extraordinaires de temps en temps. Ouais, ok, si tu veux. Des pères de famille, Ouais. des anciens scouts, Ouais. scouts toujours. Après, j'étais scout moi aussi. Hey, merci d'être là, Alexis. Ça me fait Merci plaisir. d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Pour les gens qui, comme moi, te connaissaient pas, t'es qui, Alexis Nantel? Ben, comme tu dis, je suis un gars ordinaire. J'habite Joliette maintenant. Je suis pas originaire de là. Je dis toujours que j'ai migré à Joliette. Mais je suis un gars des Basses-Laurentides au départ. Et puis, j'ai rencontré ma femme actuelle dans les montagnes en Russie. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Ouais, et elle demeurait là. Donc, et j'avais rien qui me rattachait à l'époque où j'ai commencé à la fréquenter. Fait que Elle j'ai demeurait où, décidé excuse-moi? Elle demeurait à Joliette. OK. Puis c'était par hasard, c'était-tu un hasard? Ou Non, ben, c'est-à-dire qu'on avait monté une expédition, Ok, cool. mais à travers tout ça, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis j'ai décidé d'emménager chez elle au bout de quelques mois. Ça s'est fait très rapidement, puis elle est devenue enceinte. Ce qui n'était pas prévu, mais qui était une belle surprise. On en parlait pour plusieurs mois plus tard, mais deux jumelles finalement qui sont apparues au bout de 9 mois de ça. Alors, une qui s'appelle Kilian. On s'était rencontrés. En fait, ça c'est une longue histoire, mais moi, tout autour de la montagne, hein, les gens le savent, là. Et donc, Kilian et Maïté. Donc, les deux jumelles qui sont en 2010. Pourquoi Kellyanne? Kilian, ben, ça vient de Kilimandjaro. OK. C'est ça que je sais. C'est une montagne que j'ai fait à 2 reprises, que j'ai fait avec ma femme actuelle et que j'ai demandé en mariage aussi au sommet du Kilimandjaro. Notre pierre de mariage, d'ailleurs, c'est une Tanzanite. Fait, vraiment, tout autour de ça. Et Maïté, qui est sa sœur, ma femme, elle a une demi-sœur, en fait. Même pas. Mais c'est toujours appelé, c'est comme sa sœur, ils ont été élevés ensemble, Marie-Pierre. Et Maïté, ben, ça vient de là, de Marie-Pierre, qui nous avait présenté à l'époque. Cool. Donc, faire des liens avec les noms et la famille et les passions. Cool. Ouais. Fait qu'après ça, t'as monté plusieurs montagnes, puis là, c'est... J'ai eu 2 autres enfants. 2 autres enfants. T'étais rendu à- Ouais, ben, quand j'ai connu ma femme, elle avait déjà un garçon, Jérémy. Puis là, on a eu une dernière petite fille qui s'appelle Denali, qui va avoir 6 ans au mois de Ça, janvier. je sais pourquoi. Pour la montagne encore. Et ça, on pourra en parler si tu veux, mais Ouais. le Denali, c'est vraiment pour moi, c'est une montagne que j'avais en tête depuis longtemps. Avant même de commencer à faire de la montagne, j'avais vu Bernard Voyer en conférence, puis il me parlait de cette montagne-là, le Denali, avec des paysages extraordinaires, puis comment c'était superbe, puis c'était probablement une des plus belles montagnes pour ces paysages-là, justement, d'hiver et de glace. Et ça m'avait fait rêver, tu sais, comme beaucoup de petits gars, on rêve. Puis c'est toujours resté là derrière. Parce que moi, la montagne, c'est récent. J'ai commencé en réalité seulement en 2007, tu sais, avec le Mont Albert en Gaspésie, puis après ça, le Mont Washington, puis là, c'était la piqûre. J'embarque dans une expédition avec la fondation Charles Bruno, qui monte un Kilimandjaro pour ramasser des fonds. Fait que j'embarque là-dedans. Et puis là, c'est là que j'ai mordu, comme dirait l'autre, et j'ai décidé d'enchaîner après ça les sommets. Fait que c'est comme ça que c'est né. Mais je devais ramasser de l'argent en 2008 pour la Fondation Charles Bruno. J'avais pas réussi à ramasser le montant exigé.
Et je m'étais engagé à ce moment-là de dire, je vais monter une autre expédition, puis là, je vais ramasser encore de l'argent. Et puis, on avait ramassé un beau à 75 000 à l'époque de la deuxième fois. Et là, c'était Elbrus en Russie que j'avais monté. Et c'est sur cette expédition-là que j'ai connu ma femme. Wow. Ouais. Parle-moi un peu de où c'est né, parce que dans tes conférences, ce que tu parles beaucoup, c'est des défis pour gagner, ouais. Right? Puis tu as fait un paquet de défis, parce que chaque montagne est un défi. Ouais. C'est quoi la philosophie derrière de tout ce que tu fais? Puis parle-moi un petit peu chronologiquement, qu'est-ce que tu as fait comme expédition qui t'amène à aujourd'hui? Ouais, si on parle du défi, moi j'ai besoin de me lancer des défis. Je suis un gars de défi parce que à la base, j'étais un gars hyper paresseux. Ouais. Si j'ai pas de défi, j'ai bien de la misère à me lever pour aller, ne serait-ce que courir ou aller au gym. Je suis un gars qui était sportif, je suis un gars actif, mais j'ai pas cette discipline-là puis cette motivation-là naturellement. Donc, ça me prend toujours quelque chose, autant professionnellement que personnellement. Et ça, c'est dans tous les aspects, les sphères de ma vie. Et donc, je décide de me lancer des défis. Et pour moi, le défi, c'est ce qui permet, tu sais, je dis, le défi pour gagner, c'est que le défi, en réalité, ce sont des objectifs qu'on se lance. Tu sais, j'ai rien inventé dans ce discours-là, mais c'est vraiment à la base de qui je suis puis de ce que je fais. Je me lance un défi, un objectif. J'écoutais Sébastien Salzville aussi, qui est une inspiration pour moi. Tu sais, puis quand il dit un pas à la fois, un jour à la fois, une étape à la fois, de pas regarder juste l'objectif, le final, la finalité de la chose, mais de regarder comment on peut le faire jour après jour. C'est un petit peu ça, tu sais. Puis le défi pour gagner, je le donne beaucoup dans le contexte où je fais beaucoup dans les écoles. Ouais. C'est beaucoup au niveau des jeunes qui ont des difficultés scolaires ou qui ont qui sont dans le décrochage scolaire, donc tout ce qui est persévérance. Donc, pour vraiment les encourager à dire comment je peux continuer, comment je peux y arriver. Je parle souvent des jeunes dans les écoles, pour eux, surtout ceux qui ont des difficultés, évidemment. Les examens, les travaux, c'est des montagnes pour eux autres. Alors, c'est de dire comment je peux les faire une étape à la fois. Comment je peux envisager l'examen de fin d'année, pas avec la personne que je suis aujourd'hui, mais la personne que je vais être demain. Fait que, tu sais, le message est vraiment tout autour de ça. Puis dans ma vie à moi, c'est la même chose. Donc, comme je disais, je suis paresseux. Donc, j'essaie de me donner des défis le plus possible. Mais ça, c'est typique, je pense, des gens qui font de la montagne ou des marathons ou des ultra-trails. Tu sais, on s'entraîne, on en fait un, on revient, on se dit, bon, là, on va prendre un break. Puis finalement, au bout de 3 jours, on pense déjà à la prochaine activité. Des fois, c'est moins de 3 jours. Des fois, c'est moins de 3 jours. Des fois, on est dans l'avion sur le retour puis ça travaille déjà. Fait que c'est de voir comment on peut envisager tous ces défis-là dans la vie, comment les relever. En fait, ça tourne vraiment beaucoup autour de ça. J'ai besoin de ça. Ça prend ça, en tout cas pour moi. Puis une chance que j'ai une conjointe qui, elle, est tout le contraire de moi dans ce sens-là, qui est disciplinée, qui est motivée. Elle me pousse beaucoup quand même à me dépasser. Je me rends compte aussi en vieillissant que c'est toujours plus facile de se pousser quand on le fait à travers des choses qui nous passionnent. C'est ça. Fait que ça, dans ce sens-là, je suis en train de réorienter un petit peu ma carrière professionnelle pour justement travailler ou en tout cas essayer de jumeler davantage mes passions avec ce que je veux faire professionnellement. À la base, t'étais dédié à être quoi dans la vie, à faire quoi comme travail? J'ai toujours travaillé en communication. Moi, je suis parti en affaires assez jeune, à 23 ans, avec à l'époque qui était un centre d'appel où on faisait beaucoup de prises de rendez-vous pour les professionnels, beaucoup dans le domaine bancaire. Alors rapidement, on a grossi. On a eu cette entreprise-là plus qu'une dizaine d'années. On est monté même à 25 employés à un moment donné. C'était vraiment spécialisé, mais ça allait bien. Puis après ça, on développait des outils de vente pour les campagnes justement de sollicitation. Et j'ai bifurqué vraiment là-dedans davantage à un moment donné. Fait que tout ce qui était outils de communication, web, imprimé. Et là, je me suis ramassé, une fois que j'ai vendu cette entreprise-là à un moment donné, au bout de 10 ans, là, je me suis réorienté beaucoup plus en agence de publicité. Alors là, j'ai travaillé beaucoup plus sur des campagnes à ce moment-là publicitaires. Ce que je fais encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis toujours en agence de publicité. Fait que t'es plus à ton compte ou t'es en agence? Non, aujourd'hui, je suis plus à mon compte. J'ai eu 2 agences, mais aujourd'hui, je travaille pour une autre agence.
Fait que finalement, tu t'es retrouvé dans une situation où là, ce que tu me dis, c'est que ton intérêt pour la montagne, pour parler de ce que tu fais, pour explorer est plus grand. Tantôt, je te pose la question, c'est quoi ton cheminement à travers ça? Qu'est-ce que tu as fait comme montagne? Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, j'ai fait... puis je sais que Monique Richard était ici puis on en a parlé, mais tu sais, les 7 sommets, en fait, j'ai pas l'objectif des 7 sommets absolus. Comme je dis, je suis peut-être pas ce genre-là, mais j'ai un objectif d'une montagne à la fois. Là, ce qui s'est présenté, évidemment, il y a eu facilement le Kilimandjaro qui fait partie de la couronne, qui est un sommet africain. Ensuite, il y a eu l'Elbrus en Russie, que j'ai fait 2 fois aussi, comme le Kilimandjaro. J'ai ensuite fait la Concagua en 2012. Toujours par des groupes, parce que ça s'est fait en plus beaucoup avec des fondations à ce moment-là. Mais là, j'avais le goût depuis longtemps du Denali, comme je disais, qui était en tête depuis cette expérience-là avec Bernard Voyer, quelque chose qui était complètement en autonomie. Puis j'avais le goût de la neige, de la glace, j'avais le goût de vivre là-dedans pendant plusieurs jours. Fait que c'est comme ça que j'ai monté la première expédition du Denali, qui pour moi était vraiment une source d'apprentissage énorme. J'ai pas réalisé le sommet, ça c'était en mai dernier. Ben ça a été difficile, il y a eu beaucoup de neige d'abord, ce qui a vraiment ralenti notre l'expédition puis nos avancements à travers les camps. Ça c'était difficile, ça a grugé beaucoup d'énergie déjà en partant. Déjà c'est une montagne pas facile, là, on se prépare quand même à ça. Mais à un moment donné, rendu au camp 4 après plusieurs jours, un peu de découragement, le groupe s'est séparé. Moi je suis resté seul avec mon partenaire de toujours Patrick Beauchamp. On a décidé d'attaquer le sommet en 2 jours parce que il y avait vraiment une tempête de 3 jours à l'horizon avec d'énormes précipitations. Fait que, et la bouffe qui nous restait, qu'on avait gardée pour nous deux, faisait qu'on était limité donc dans ce temps-là. On est monté à 5100 mètres environ. Aller faire un dépôt, on est revenu, on est remonté. On a pris une journée de repos, on est remonté. Mais cette journée-là, je me suis rendu compte que même si j'avais l'énergie de me rendre au camp 5, j'avais pas l'énergie de faire le sommet le lendemain de façon sécuritaire. C'est quand même, dépendamment des gens et de la météo, mais ça peut être un 15, 16, 17 heures de marche assez intense avec des passages quand même assez dangereux. Fait que cette fois-là, j'ai décidé de rebrousser le chemin. Fait que on s'est écrasés tous les deux, on a pleuré beaucoup. Ouais, c'est vrai. Puis finalement on est redescendu, puis on est redescendu au camp de base en 11 heures de marche. Bon. Ensuite là, d'un coup, c'était quand tu décides que tu t'en vas, tu veux t'en aller. Tu peux pas niaiser. Ça fait pas longtemps. Non, ça c'est mai-juin qui vient de passer, ouais. Mais là je repars au Denali en juin prochain, donc avec un nouveau groupe, cette fois-là un petit peu plus gros, on va être 7. Alors, je pense que ça va peut-être nous donner un peu plus de chances de le réaliser. Cette personne-là vient d'où? Généralement, c'est toi qui as fait un appel pour ça? Puis... Ouais, au départ, j'ai été approché par quelqu'un qui avait, lui, un petit groupe. Puis après ça, on voulait grossir le groupe. Fait que j'ai lancé un appel à tous. Puis à un moment donné, il y a des gens qui communiquent avec nous, qui s'ajoutent, qu'on rencontre. Évidemment, on veut voir un peu l'expérience. On ne peut pas s'embarquer avec n'importe qui. Il y en a déjà trop sur les montagnes. Ça devient même un fléau. Commercialement, il y en a partout. Là. Les montagnes se développent de plus en plus. Ce qui fait que ça amène toutes sortes de monde sur ces montagnes-là aussi qui s'essaient. Puis on en a vu au Denali aussi, là, les gens qui ont de la misère à mettre des crampons. Là, fait que on est à la base. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'on sélectionne quand même les gens avec qui on veut être. On fait quelques sorties de groupe aussi. On veut avec des gens où il y a un fit humain aussi. C'est quand même 15-20 jours intenses. Avec les mêmes personnes. Avec les mêmes personnes, collées dans les tentes. Fait que ça aussi, c'est important. On va avoir du fun en bout de ligne, puis que ça se passe bien. Y a-tu du monde des fois que vous avez amené sur des trips, puis finalement, je pense que ça fonctionnera pas pour venir avec nous sur des plus grandes expéditions? Ou... À date, non. C'est sûr qu'il y a toujours, ça peut arriver des fois des certaines frictions ou des gens avec qui tu t'entends moins, mais de là à dire que ça marche vraiment pas. Tu sais, comme être humain aussi, tu fais des compromis, tu essaies de découvrir l'autre le plus possible aussi. Des fois, on a des perceptions de départ qui se révèlent pas les bonnes à la fin.
Puis moi, ça m'est arrivé le premier. Là. Fait qu'on essaie quand même d'être le plus conciliant, mais les règles sont claires. Ouais. Les règles sont claires pour tout le monde. Tout le monde sait à quoi s'attendre. Tout le monde sait quel effort va devoir être fourni. Ça va être quoi l'implication? Est-ce qu'il y a des formations complémentaires à faire? Alors, on travaille beaucoup l'ensemble des aspects. Tu sais. C'est intéressant parce que je regardais ton site web, que tu fais des conférences en entreprise, puis beaucoup d'aventuriers ou d'athlètes vont faire des conférences en entreprise. Puis des fois, tu te demandes est-ce que c'est pertinent ou pas. Mais je peux comprendre que ce que tu me parles là, c'est totalement pertinent dans une entreprise d'avoir ces discussions-là. Parce que le travail d'équipe, que tu verras pas nécessairement dans d'autres sports ou dans d'autres contextes, s'applique réellement à l'entreprise. C'est vraiment puis je suis pas le premier à le faire, là. Tu sais, puis j'ai plein d'amis que je connais, François Guitivière, c'est le premier nom qui me vient en tête, mais tu sais, qui donne des conférences aussi depuis longtemps, Gabriel Philippi. C'est des gars qui ont déjà une plus longue feuille de route que moi, mais c'est vrai que tous les aspects de planification, de travail d'équipe, de formation, de respect, de communication, c'est toutes des choses qui reviennent en entreprise, qui sont très, très, très présentes lorsqu'on fait de l'alpinisme. C'est vraiment de découvrir quelles sont les forces de nos collègues pour qu'ils jouent un rôle le plus optimal possible dans des tâches bien définies d'avance. C'est la même chose en entreprise. Des fois, on fait des travaux à côté de ce qui est le travail quotidien, des projets en marge de notre travail principal. On prend rarement le temps de se poser la question ou de regarder vraiment c'est quoi les talents autour de la table, puis où ces gens-là devraient vraiment travailler ou s'engager ou performer dans le projet, c'est qu'on veut mettre de l'avant. Fait que ça, c'est quelque chose que en tout cas, moi, je fais puis je regarde beaucoup pour la montagne. Ouais, parce que souvent en entreprise, on va beaucoup être en réaction aux irritants, des choses autour de nous. Surtout, à un moment donné, quand tu viens dans le day-to-day, tu viens occuper, tu gères les irritants puis tu gères pas qu'est-ce que le monde peut faire de différent ou de plus dans l'entreprise. Ouais. On manque de recul. En montagne, tu peux pas avoir de recul. T'es constamment dans cette position-là où tu dois regarder les éléments météo, les dangers sur la route où tu avances. Est-ce qu'il y a des risques d'avalanche? Est-ce qu'il y a des crevasses? Alors, ça te prend toujours ce recul-là. Tu peux pas te lancer les yeux fermés. Non, parce que c'est dangereux. C'est dangereux, c'est ta vie qui en dépend. T'sais. Puis, c'est ce que je disais tantôt, je suis pas le gars de faire des sommets à tout prix. D'abord parce que j'ai une famille, parce que je m'aime puis je veux faire autre chose, puis il y a d'autres montagnes. Fait que tu sais, jamais je vais me mettre en danger ou je vais mettre des collègues en danger. Je vois beaucoup de gens sur les montagnes dans des passages où ils devraient s'attacher, où les gens s'attachent pas parce qu'ils veulent gagner du temps. Jamais je vais faire ce compromis. Jamais. Fait que c'est la sécurité d'abord toujours. Bon. De où c'est venu finalement ton intérêt pour les montagnes? Tantôt tu as dit que c'était tard, en 2006. Ouais. Est-ce que t'aimais la nature quand t'étais jeune? Tes parents, je pense, t'ont offert une boussole quand t'étais jeune. Ouais, ma première... Vous aviez pas ça dans vos scouts? Ouais, ben c'est ça. Mon frère a gagné le scout. Il avait gagné le scout, lui, du camp, puis il a donné une boussole en cadeau. Ben, tu sais, Personne ne sait comment ça marche. Ça vient un peu de là. Je me rappelle les fins de semaine, des dimanches après-midi. Pas des grandes marches, mais tu sais, 1 heure, des fois 2. Aller puis à l'époque, c'était bien différent, là, cette mentalité-là, puis l'équipement était pas le même non plus. T'sais. Mais d'aller marcher en forêt, de prendre du temps, toute la famille ensemble, puis c'était pas très loin, là. Je me rappelle, il y avait une traque en arrière de la polyvalente où je demeurais à Sainte-Thérèse qui menait à une source d'eau à l'époque, tu sais, puis c'était de faire ce chemin-là, puis même plus jeune, ramasser des feuilles, puis vraiment de goûter à ça puis de prendre le temps de respirer le grand air. Fait que j'ai toujours aimé ça. Fait que je pense que c'est resté. Puis avec les scouts, bien évidemment, on a expérimenté beaucoup le bois, le camping, le canot, un paquet de sports de plein air auquel j'ai pris goût. Fait que ça a toujours été là quelque part. Mais après ça, j'ai fait beaucoup de vélo, des voyages de vélo dans les maritimes aux États-Unis, en Ontario. J'ai expérimenté d'autres trucs, mais la montagne, c'est vraiment revenu quand je me suis engagé avec la Fondation Charles Bruno en 2008. Donc c'est-à-dire en 2007, là, le voyage était prévu en 2008, janvier.
Mais c'est vraiment là que j'ai recommencé à marcher en forêt, puis à refaire de la randonnée, puis à refaire de la montagne. Puis je me suis dit, comment ça se fait que j'ai mis ça de côté aussi longtemps? Comment ça se fait que je l'ai oublié? Bon, j'étais occupé à faire d'autres types de sports, mais c'est là que vraiment que j'ai repris l'amour de ça, puis que je suis revenu à la randonnée. Comment on se prépare pour ces genres d'aventures, d'expéditions? Parce que c'est quand même 1 an à l'avance, là. Ouais. C'est sûr qu'il y a différents aspects. Il y a les aspects de logistique, c'est-à-dire à la base, le transport, la bouffe. Fait que c'est toujours une question de dans quel type d'environnement on va, avec combien de personnes. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup de préparation. En même temps, plus on en fait, plus ça devient, entre guillemets, plus facile. L'équipement, à un moment donné, on se fait des listes, puis les listes demeurent, puis on les met à jour. Fait que ça se travaille quand même assez bien. Puis on prend des conseils des collègues aussi, des gens qui font de la montagne. Moi, j'ai demandé beaucoup de conseils à des gens justement qui étaient plus expérimentés. Puis en 2008, j'ai eu la chance, c'est François Langlois, qui est un gars qui a fait aussi les 7 sommets, qui nous accompagnait avec la Fondation Charbonneau. Fait que j'ai beaucoup appris avec ce gars-là au début à faire des sorties. Puis un gars tellement gentil. J'ai fait des sorties avec lui aux États-Unis aussi pendant la préparation. Fait que c'est comme dans l'entreprise où c'est comme, tu sais, ça te prend un mentor à un moment donné. Et je pense que plus vite tu vas chercher un mentor, peu importe ce que tu veux faire pour, ben oui, tu gagnes énormément de temps. Puis ça, c'est fabuleux. C'est quelque chose qu'on néglige même. Mais c'est un message que je passe beaucoup aussi. J'étais en conférence pour des startups cet automne. C'est une des premières choses que j'ai voulu jaser puis amener aussi. Trouvez-vous un mentor. Perdez pas votre quelqu'un qui a déjà passé par là. Ben oui, tu sais, on veut pas refaire les mêmes erreurs. Puis des fois, faut que tu refasses les erreurs peut-être, mais en même temps, si tu peux avoir des conseils, parce que ultimement, c'est toi qui prends tes décisions. Mais si tu peux profiter de conseils intelligents, pertinents, qui vont t'aider à avancer plus vite, pourquoi pas? Go. Oui, ça prend ça. C'est la même chose que j'ai fait puis j'ai profité aussi en alpinisme. Fait que c'est ça. Fait que après l'Elbrus en Russie, ça a été la Concagua, comme je disais, en 2012. La préparation du Denali. Entre ça, j'ai fait évidemment tout le Maine, les États-Unis, toutes les chaînes de montagne, là, les whites, les vertes. Après ça, j'en ai fait en Espagne, un petit peu partout. Partout où je vais, j'essaie de trouver des montagnes. De trouver des montagnes, puis d'en profiter des fois, même quand je vais faire un voyage plus touristique comme en Espagne, là, c'était le cas. J'en ai profité pour faire un trek là, sur la plus haute d'Espagne. Fait que, ça va être la même chose au Maroc en avril prochain. Là. Je vais faire le Toubkal en Atlas pendant que ma femme fait l'Ultra Trail, le Marathon des Sables. Ah oui, okay. Cool. Fait que je m'en vais la rejoindre pour son arrivée avec la famille. Et puis après ça, c'est après le relais avec les enfants. Je passe 2-3 jours en montagne, je reviens, après ça, on finit ça ensemble. Depuis tantôt, tu parles de l'Elbrus, c'était à 2 reprises. Puis moi, ça me fait un peu rêver parce que c'est comme vous êtes trippant d'aller faire une montagne en Russie. Comment c'est faire cette montagne-là? Moi, j'ai un drôle de rapport avec la Russie. Je sais pas si ça vient de mon nom au départ, qui est d'origine russe, Alexis. J'ai toujours eu une fascination pour ce pays-là depuis tout jeune. Puis le fait d'être allé la première fois en 2009, là, j'ai vraiment... C'est un pays vraiment spécial parce que en fait, t'as 2 Russies, hein, puis je pense que les gens en parlent souvent, qui ont eu la chance d'aller voir là-bas, mais tu sais, t'as Moscou, puis à la limite Saint-Pétersbourg, là, qui sont les 2 grandes cités de la Russie, et t'as le reste, qui est vraiment complètement autre chose, beaucoup plus pauvre d'abord. Il y a vraiment un clash énorme entre les grands centres, dont Moscou, et le reste de la Russie. Donc beaucoup plus pauvre, moins de technologie, moins accès à l'eau, à l'électricité de façon générale. Puis en plus, l'Elbrus, c'est dans le Caucase. C'est vraiment là que l'Europe rencontre l'Orient. Alors, il y a vraiment 2 peuples qui se rencontrent, 2 façons de penser. Alors, des catholiques, les musulmans. Ça a été très, très, très convoité, cette portion-là qui sépare la chaîne de montagne qui sépare les deux continents. Entre autres par Hitler, dans le temps de la guerre. C'est des endroits assez stratégiques. C'est d'ailleurs un endroit qui est encore très sensible. La Russie avec la Géorgie, on le sait, ça a toujours brassé. Il y a le Kazakhstan. Il y a plusieurs petites
républiques là, qui sont là, des noms imprononçables. Mais ça brasse, c'est toujours une présence militaire qui est très, très, très forte. Même en faisant le brousse, là, on le voit, on est arrêté à plusieurs endroits, des points de contrôle. Si tu t'éloignes le moindrement un peu dans la montagne, c'est pas long qu'il y a des militaires qui viennent te voir, puis jaser, puis qui te demandent ton passeport. Puis fait que tu restes assez encadré, tu sais, sur la montagne. Moi, j'ai fait en 2009 la première fois, je suis retourné en 2016. Ça a énormément changé. D'abord, le côté, je dirais, musulman a pris beaucoup de terrain par rapport aux catholiques. Maintenant, dans la vallée là-bas, on voit de plus en plus de temples où on fait la prière, les gens s'arrêtent. Ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup plus de population aussi. Puis la montagne elle-même s'est développée aussi. On a monté un gros centre de ski où l'équipe nationale vient s'entraîner. Il y a beaucoup de motoneiges qui font des allers-retours jusqu'à 5000 mètres. La chaîne est super belle, mais ça a été, entre guillemets, pollué, là. C'est visuellement, puis par le bruit, puis par tout ça. C'est pas un environnement sauvage. Il y a la face nord qui est encore intéressante quand même à faire, là, qui est moins occupée, où il y a pas personne. Mais sinon, la face sud, là, la voie normale, c'est devenu un vrai cirque. C'est dommage parce que c'est vraiment une très belle chaîne de montagne. Là. Une fois qu'on est sur l'Elbrus, qu'on voit les pics de 4-5 000, là, c'est tous des beaux pics pointus là, à l'horizon, c'est magnifique. Là. C'est vraiment une belle chaîne de montagne. Mais c'est des paysans. C'est clair. La campagne russe, c'est complètement autre chose. Là. C'est un endroit où il y a beaucoup d'exploitation des gaz naturels, du pétrole. Puis eux, ils transportent ça par gros tuyaux, mais à l'extérieur, là, tu sais. Ça passe partout dans les villages, puis le long des routes, là, on a des tuyaux partout. Mais ouais, c'est fascinant. Ce côté-là, très civilisé, riche. Comme deux extrêmes. Il y a c'est deux extrêmes. Même dans les petits villages, des agents de renseignement qui sont là partout, tu te sens observé tout le temps. Ils vont pas gêner à prendre des photos, des vidéos. Fait que tout est fiché là-bas, là. Ouais, c'est clair. C'est clair. Moi, j'étais allé 2 fois. Alexei! Ouais, c'est ça. Ouais, il y a comme une... je sais pas comment expliquer ça, mais c'est... C'est le rideau de fer qui appelait dans le temps? Ouais, c'est des restants. C'est des restants de ça qui sont encore là, ouais. Très, très surveillés. Je l'ai parlé il y a quelques semaines, j'ai regardé les courses d'endurance qu'il y avait. Il y en avait une qualification pour Western State qui était en Russie. Je dis, ça te tente d'y aller? Puis non, pas trop. Mon frère a dit pas trop non plus. Il y a deux contre. J'étais le seul qui levait la main pour ça. Juste obtenir le visa, c'est une aventure. Ah ouais, c'est vrai. Hein? Ouais, c'est pas toujours facile. Moi, j'ai eu l'expérience. En tout cas, la première fois, ça a été beaucoup plus difficile, là, mais bon, tu vas sur le site web qui est un site qui date... du début de l'ère Internet. Le temps du babillard électronique. Écoute, puis là, on te demande une photo de telle grandeur, tout ça. Fait que tu fais imprimer tes affaires. Là, t'arrives au consulat russe, tu rentres à l'intérieur, t'as l'impression que t'arrives dans les années 50, vieux téléphone, le mobilier, tout ça, ça a pas bougé depuis ce temps-là. Et là, on dit, ben non, c'est pas le bon format de photo. On a un nouveau format de photo. Oui, mais c'est celui qui est sur le site web. Mais non, c'est pas ça. Ah ouais. C'est tous des petits détails comme ça là, qui s'accumulent, qui fait que ça devient compliqué. Bon, faut prendre ça en riant en même temps. Faut pas se prendre à la dernière minute pour l'obtenir, par exemple. Ça marcherait pas. Tout le temps à la dernière minute. Fait que... Dis-moi, on en parlait avant l'émission, t'as un projet, grâce à toutes tes aventures, t'as une émission qui s'en vient à TVA Sport. TVA Sport, ouais. Qu'est-ce que c'est? T'as pitché un show, puis finalement, ça a été... Ouais, ben tu sais, tout ça, tout ce que je fais en marge de mon métier professionnellement, c'est dans le but de faire plus de montagnes. Puis je m'étais toujours dit, pour faire plus de montagnes, ben ça prend des sous, ça prend de l'équipement. Puis pour obtenir ça, quand t'en as pas beaucoup, ça prend probablement un bon exposure média. Et j'avais commencé, bon évidemment il y a le web, j'ai travaillé les médias sociaux, un peu ma marque personnelle. C'est quand même très présent sur les réseaux sociaux. Ouais, j'étais un gros pourvoyeur de contenu. Je vais pas beaucoup voir, mais c'est vrai que je suis assez actif au niveau contenu. Puis je suis devenu de plus en plus aussi avec le temps. J'essaie de prendre des pauses de ça à l'occasion parce que ça, honnêtement, c'est la machine t'avale aussi à un moment donné. Puis là, aussi, faut
penses à quoi mettre, là. Tu peux pas juste dire... Ouais, mais ça, en tout cas, moi, ça me vient assez facilement. Il y a toujours des choses qui viennent d'ailleurs que tu peux recycler aussi, puis des trucs de mes propres projets ou mes propres aventures aussi que je peux partager. Mais j'avais développé ça, puis j'avais toujours rêvé, moi, jeune, de faire de la radio. Moi, je voulais faire de la radio. Je m'étais inscrit à Jonquière, en art et technologie des médias. J'animais déjà à l'époque, j'étais plus jeune, mais j'animais dans des clubs 14-18, même des clubs 18 ans et plus où j'avais même pas l'âge, puis je faisais de l'animation. Tu sais. Fait que puis j'avais des lettres de référence, mais mes notes étaient un petit peu salées. J'avais pas été accepté. C'est contingenté à part ça, je pense. Ouais, c'est ça, exact. Fait que finalement, je m'étais orienté comme beaucoup en sciences humaines, mais avec un volet plus marketing, communication. Mais l'idée de faire de la radio était toujours restée. J'en avais fait au collège, au secondaire. Et quand je suis arrivé à Joliette, il y a 10 ans, il y a une station là-bas qui s'appelle l'M103.5, qui est une station régionale qui couvre la Naudière. Et puis, comme je travaillais en publicité, j'avais des clients que je plaçais là à l'occasion. Fait que j'avais travaillé, en tout cas, une relation avec le directeur général de la station. Puis à un moment donné, j'ai le flash un matin, j'ai dit, je pourrais faire une chronique, au moins commencer avec ça. Puis j'étais allé le voir, puis j'ai dit, écoute, Normand Mas, que je salue en passant. J'ai dit, Normand, j'aimerais ça faire une chronique. Il dit, ouais, mais j'ai pas d'argent, c'est une coopérative en plus. Fait que je dis, non, je vais le faire gratuitement. Je vais préparer une chronique. Tu vas être capable de faire 40 chroniques sur le plein air. Je dis, ben oui. Fait que, je pars avec ça. Fait qu'il dit, OK, je vais te donner 4-5 minutes mercredi matin. Fait que j'ai dit, parfait. Fait que j'ai commencé, là, la radio, puis ça fait 3 ans que je suis là puis que je fais la chronique. Fait que cet exposure-là, radio, m'a aidé à aller chercher des commanditaires pour m'aider parce qu'il y avait des compagnies comme The North Face, justement, que je sollicitais depuis longtemps, avec qui j'avais eu des deals à l'occasion parce que je faisais des trucs avec les fondations. Mais là, j'avais l'opportunité à cause de ça d'obtenir vraiment une commandite de vêtements pour les montagnes que j'allais faire. Puis c'est la radio qui m'a amené ces commandites-là au départ parce que là, j'avais un exposure médiatique qui pouvait intéresser les marques. Puis à partir de là, j'ai dit, le prochain step, c'est quoi? J'aimerais ça avoir une chronique plein air, salut, bonjour. Je sais qu'il y en avait déjà un, mais il était remplacé là, par un pas mal plus jeune que moi déjà. Mais là, je me suis dit, il faut que je trouve le moyen peut-être de faire de la télé ou du web, mais de façon plus sous forme d'émission, quelque chose comme ça. Fait que je ponds une idée d'émission et là, je rencontre à un moment donné un ami de mon frère qui est aussi dans le milieu, qui lui est réalisateur, puis il était réalisateur à TVA. Yann Marcoux. Alors, je m'assois avec lui, on commence à regarder le projet, on le peaufine, on le présente à TVA. Et là, c'est long, là. Il y a tout un processus, ça nous est retourné à quelques reprises pour être revu et corrigé. Parce qu'au départ, en plus, l'émission qui va s'appeler Alexis le randonneur, c'est une émission de 30 minutes où je reçois un invité et je vais parcourir un sentier et une montagne, puis on va découvrir le coin puis un peu des facettes cachées de cet invité-là. TVA voulait au départ que ce soit des vedettes de TVA, comme c'est souvent le cas. Moi, c'était pas mon idée. Moi, je voulais faire connaître des aventuriers, des athlètes du Québec. Pas nécessairement des gens de montagne, mais des gens vraiment de différents horizons, mais qui ont fait quand même quelque chose d'un peu exceptionnel. Et là, TVA, ça marchait pas au début, mais le coordonnateur a changé à un moment donné, et là, c'est redevenu mon projet d'origine. Et ça a été approuvé ensuite par la direction de la programmation. Donc, ça a pris un petit peu plus qu'1 an avant que le projet soit confirmé. Et là, depuis 1 an, donc ça a pris 1 an, ça fait 1 an au mois de décembre. Et là, depuis 1 an, on est dans le plan de développement de l'émission, c'est-à-dire comment ça va se passer émission par émission, à quel endroit, et tout le volet budgétaire, parce que moi, je coproduis cette émission-là avec Yann, donc il y a une portion de l'inventaire publicitaire que nous, on doit vendre, aller chercher, puis il y a toute l'intégration. C'est ce qui nous permet de financer la production de l'émission. Alors, on travaillait fort la dernière année, puis là, on a booké nos partenaires. Fait que là, on est en tournage fin avril 2019. Mais ça va être dans la grille à partir de juin. Le line-up d'invités déjà... Pas mal, oui. Les invitations
Puis les bookings sont pas faits encore, mais le line-up est Pas mal décidé. pas mal décidé, ouais, exactement. Ouais. Il y a certaines personnes qui ont fait partie de votre line-up à vous aussi. Ben, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de faire connaître des gens d'ici qui profitent de moins d'exposure, justement, médiatique, ou parfois quand même de bonne façon, mais qu'on fasse connaître des sportifs. C'est TVA, puis j'ai beaucoup aimé ce que la directrice de la programmation disait, c'est TVA Sport, c'est une chaîne de sport. On va faire connaître des gens qui font du sport. C'est exactement. Fait que revenons à la base, là. Puis je pense que le téléspectateur de TVA Sport va apprécier ça. Ouais, tout à fait. Aussi. Que ce soit un peu monsieur, madame, tout le monde. Plus que des vedettes. Ouais, exactement. Cool. Fait que c'est de là que c'est venu. Fait que là, j'espère que ça va m'amener autre chose pour pouvoir faire plus de montagne, parce que c'est comme ça que je réussis à en faire davantage. De toute façon, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un engouement pour la montagne, pour la nature de plus en plus ces dernières années. Comment t'expliques ça, toi? Ben justement, peut-être c'est un peu plus présent dans les médias. Il y a des têtes d'affiches qui ont ressorti un peu dans ce milieu-là aussi. Fait que tout le volet d'escalade aussi. Bon, évidemment, ça va être aux Olympiques en 2020. Fait que ça aussi, ça amène un certain engouement pour l'escalade de bloc, l'escalade de voie. Ça, on en voit de plus en plus. Comment l'expliquer, je sais pas. La population vieillit aussi, puis je pense qu'une grosse partie des baby boomers qui se sont mis à la marche. Fait qu'on le voit là avec Rando Québec, l'explosion de cette popularité-là avec la nature, la marche, la randonnée, hiking, le trekking, ça veut tout dire la même affaire, mais pour que les gens comprennent bien, mais je pense que c'est un peu à cause encore une fois, à cause des baby boomers. Tu penses que c'est le fait d'être très sollicité aussi par tout ce qui est technologique? Puis moi, personnellement, c'est un peu ça. Quand je m'en vais à la fin de semaine en campagne, c'est que je peux sortir 2 minutes de la civilisation. Ouais. C'est-tu, les gens, ils ont-tu un trop-plein de ça, d'être tout le temps sollicités? Ouais, je pense que oui. Puis ils veulent se reconnecter avec la nature, ralentir le rythme. Là, c'est beaucoup lié à ça. Je suis un mauvais exemple parce que je vais en rando, j'ai encore mon téléphone, je prends des photos. Ouais. Ça pomme pas, à un moment donné, ça répond. Ben, c'est sûr, il y a des endroits, ça marche pas, là, mais il y a beaucoup d'applications mobiles même qui sont liées maintenant à ça, mais c'est sûr que pendant que je marche, ça, tu sais, je pense à autre chose, je suis pas devant mon écran, puis ça, même si je m'en sers pour faire quelques photos ou parfois, tu sais, il y a des applications, tu as la chaîne de montagne devant toi, tu veux savoir c'est quoi les montagnes qui sont là. C'est un outil qui est quand même utile. C'est un outil intéressant. Ouais. Bon, t'as le GPS, t'as les sentiers, tu veux savoir où tu t'en vas, fait que c'est juste que tu te sers d'électronique plutôt que d'immenses cartes papier là, qui peuvent encore être utiles là, dans certains cas, mais c'est sûr que ça change un peu la donne. Mais oui, c'est vraiment l'idée, c'est de décrocher, c'est de ralentir le rythme, c'est de connecter avec autre chose, connecter avec soi-même. Ouais. On prend rarement le temps de connecter avec soi-même. Ça manque à beaucoup de gens. Moi, j'essaie de le faire le plus souvent possible. Puis la marche et la montagne, c'est ce que j'apprécie le plus. Puis encore, quand je fais de la haute altitude, encore plus, parce que là, on est parti longtemps. Là, on n'a pas de téléphone, c'est clair. C'est des choses qu'on fait en équipe, mais en même temps, c'est très individuel comme sport. Hein? On est très centré sur soi-même, sa respiration, son rythme, sa santé. Fait que ça permet vraiment le cerveau tourne pendant ce temps-là. On se parle beaucoup, on remet des choses en question. J'ai pris souvent des grandes décisions dans ma vie pendant ces longues marches. Ouais. Oh. Ouais. Sur ce que je voulais vraiment, puis où je voulais aller, puis ce que je voulais faire. On était là à l'auberge Chic Choc l'hiver passé. Ouais. Puis il n'y avait pas de téléphone cellulaire. C'était parfait. C'était parfait. Là, t'as pas de stress. Ça me faisait tellement froid. Il faut chercher ça. Ça faisait froid. Ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien pour le mental. Absolument. Ouais. C'est important. C'est venu où les conférences là, dans tout ce processus de... Conférence, j'avais commencé au début justement avec Charles Bruno parce qu'on sollicitait des écoles pour participer à la levée de fonds puis tout ça. Puis là, souvent, j'allais faire des conférences dans les écoles pour parler de la fondation, pour parler du processus, la levée de fonds de la montagne. Puis là, ça m'a donné le goût parce que on a une réaction immédiate chez les enfants. Tu sais, puis les questions sont tellement le fun, tellement des fois basiques, mais tellement intéressantes. Par exemple, dans mes vidéos, j'ai des guides africains qui vont chanter ou des porteurs, tout ça. Souvent, les gens sont stoïques quand je parle d'adultes. Là.
Mais chez les enfants, tout de suite, ça va chanter, ça va applaudir, ça va se lever debout, ça va danser. Il y a vraiment une réaction immédiate qu'on retrouve pas chez les adultes. Fait que ça, j'apprécie ça particulièrement. Fait que j'ai commencé à en donner, fait que à un moment donné, ça s'est parlé, puis je l'ai publicisé un petit peu plus. Puis j'en donne pas énormément, là, j'en donne une vingtaine par année. Fait que c'est Quand même. avec le temps qui me reste. Les conférences sont plus sur ce que tu fais, sur un message. Ça dépend. Des fois, j'ai des demandes là, avec un angle particulier, mais c'est sûr que j'ai quelques thèmes que j'aborde de façon plus fréquente. Là, on a parlé tantôt, mais le leadership, le travail d'équipe, la communication, comment prendre des leçons d'un échec aussi. Je parlais d'Elbrus tantôt en 2009, j'avais pas atteint le sommet, j'étais redescendu avec une des filles de l'équipe qui était malade, puis je me disais, bon, le lendemain, je vais refaire le sommet. J'étais hyper en forme à ce moment-là, puis il avait fait tellement mauvais que j'ai jamais fait le sommet. Puis c'est la première fois, c'était mon deuxième sommet, mais c'était mon premier échec, puis je l'ai pris vraiment difficilement. Ça a pris plusieurs semaines avant de m'en remettre. Aujourd'hui, j'en ris, là, mais c'est ça, tu prends des leçons de ça, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, une fois que tu l'as vécu, au moins, t'es plus dans le sommet à tout prix, puis de là à mettre ta vie en danger ou à mettre la vie en danger des autres. Là. Ça fait que, ouais. Mais les conférences, c'est ça. Ça peut être sur la montagne, ça peut être sur différents thèmes, persévérance scolaire. Dans les écoles, c'est surtout ça. Ouais. Ouais, exactement. T'avais déjà posé la question par rapport aux écoles, c'était adapté. C'était à qui t'avais parlé de... Je me souviens plus que je posais la question. Mais en fait, à l'école, tu disais, je pense que c'était pas un premier de classe nécessairement, pour une raison ou une autre. Comme beaucoup de gens, de toute façon aussi. Est-ce que tu penses que... qu'est-ce que tu penses du système d'éducation présentement, vu que tu es présent à l'école 20 fois par année au moins? Qu'est-ce que tu en penses? C'est clair que tout le monde travaille très fort, puis j'enlève rien à personne, mais c'est clair que le sous-financement aide pas. On voit qu'il y a beaucoup de manques. Puis évidemment, l'aspect qui me saute aux yeux, c'est l'aspect sportif. Ouais. Parce que c'est ça qui revient tout le temps. C'est ça qui revient tout le temps. Puis surtout, les petits gars, là, on le dit, là, mais puis, ils ont besoin de bouger, là, puis ils bougent pas assez. Puis il y a des beaux programmes qui existent là, que j'ai vus, entre autres en Estrie, mais je pense que ça se propage de plus en plus, là, où il y a des classes de plein air, puis tout ça. Il faut que les gens bougent. Il faut qu'on fasse une plus grande place au sport. J'ose espérer que le gouvernement actuel va bouger dans ce sens-là. Là. Je pense que, en tout cas, c'est ce qui se parle actuellement. On le souhaite. Je pense que ça va aider à plusieurs niveaux. Là. Et j'ai vu un professeur à un moment donné qui faisait des tests à même sa classe, là, de les faire bouger entre les cours, puis bon, on le voit avec des écrans là, où ça danse, puis tout ça. Puis comme quoi les résultats, puis la concentration augmentait exponentiellement là, en conséquence. Je t'avais visité l'école pour envoyer Charles l'année prochaine, puis ils ont mis des vélos stationnaires en plein milieu. Ouais. Puis fait que les enfants peuvent juste, pendant la classe, aller, puis pédaler, puis travailler. C'est vraiment adapté pour qu'ils puissent continuer à dessiner exemple en pédalant. Ouais, puis même ça devient des récompenses. J'aime ça aller là. T'as bien dit, parfait, tu peux aller faire ton 5 minutes de vélo. Là. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, on n'avait pas ça. Ouais, j'aurais passé ma journée sur le vélo. Peut-être toi aussi, hein? Non, c'est pas mal cool. Faut exploiter ça le plus possible. Je pense que c'est le gros morceau. C'est le gros morceau. En tout cas, il y a plein de monde qui y travaille. Là. On va souhaiter que ça se fasse. Est-ce que le fait de la montagne, ça a changé ta philosophie en tant que père? Comment tu t'approches ta relation avec tes enfants? Comment tu vois la paternité? C'est sûr que d'abord, je suis un peu moins parti qu'avant. C'est sûr que j'ai toujours une pensée aussi pour mes enfants quand je suis en montagne. Peut-être que j'aurais poussé davantage au Denali la dernière fois, mais j'ai toujours ça qui est là derrière, qui me... Il y a du monde qui t'attend. Qui m'attend. Tu sais, c'est sûr que ça change. Fait que je vais pas pousser ou prendre des risques inutiles. Mais je vais pas arrêter de faire de la montagne, même si c'est risqué. Tu sais, il y a le cliché qui dit que tu peux t'en aller au bureau puis mourir sur la route, là. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est une passion. Je veux la vivre. C'est quand je suis en montagne comme ça que je me sens le plus vivant. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose que je vais poursuivre. Peut-être autrement. J'avoue que j'ai un petit peu plus le goût avec les enfants qui vieillissent d'en faire avec eux autres, de faire des trips à l'étranger aussi avec eux autres, de leur faire découvrir des choses.
mon prochain trip en avril au Maroc, ça va être un peu ça. En famille. En famille, tu sais, bon, ils vont pas me suivre jusqu'au sommet, mais ils vont vivre quand même la montagne à la base, le village, faire des petits treks autour. Fait que j'ai le goût de leur montrer ça puis qu'ils suivent aussi un peu. J'ai plein d'idées de voyage avec eux autres. Fait que Denali, à moi, tu sais, Denali qui s'en vient en juin, ça va être, je dirais pas que ça va être ma dernière grosse montagne, là. Mais pour un bout de temps, j'ai le goût d'expérimenter vraiment peut-être autre chose, là. Parce que c'est sûr qu'il y en a plein de sommets à faire, là. Puis bon, dans les 7, on se retrouve dans les 7, là, mais c'est pas parce que c'est dans les 7, mais tu sais, le Vinson, l'Antarctique me parle. Ouais. L'Antarctique aussi, Au là, froid. c'est le froid, le blanc, il y a quelque chose là de mettre le pied sur ce continent-là qui est là quelque part dans la tête. C'est peut-être à cause du film Antarctica, la génération. T'es cette génération-là, toi, hein? Ouais. Ouais. Ça a ressorti récemment, ce film-là. Tu connais pas ça? Ouais, j'ai vu ça. À voir Google. Ouais, ça se fait trouver ça. Mais ouais, ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que bon, ça a quelque chose de spécial. Puis tu sais, ça fait partie de l'exploration puis du gamin qui est en moi, je pense là. Je pense que l'enfant en moi, en tout cas, je le vis à travers ces aventures là. Ouais. Mais c'est ça. Il y a plein de choses en tête. Là, tu sais, je pourrais en faire une La liste. liste, La liste est longue, la vie est courte. Puis c'est sûr que ça prend des moyens aussi là, quand tu veux réaliser ça. Tu sais, l'Antarctique, c'est pas des choses qui sont données. Là, fait que, mais ça demande de l'organisation, faut y croire. Tu sais, j'entendais Normand Piché que vous avez eu aussi. Tu sais, moi je crois beaucoup à être dans l'action. La majeure partie de mes aventures que j'ai réalisées avant même de commencer, je peux pas dire que j'avais les moyens de le faire ou c'est vraiment en étant dans l'action, dans la planification, à un moment donné, c'est des choses qui arrivent. Les choses se mettent absolument, les choses se mettent en place, puis on trouve les solutions, puis ça finit par arriver. Ça, je crois beaucoup à ça. Si vous avez un rêve, soyez dans l'action, mettez-vous dans l'action demain matin. Il y a un gars qui m'avait dit, puis je me rappelle plus de son nom, mais il m'avait dit, tu veux être un alpiniste, t'as jamais fait l'alpinisme, mais tu veux être un alpiniste, sois-le maintenant. Sois-le maintenant, ça veut dire sois-le dans ta tête maintenant. Prends des actions, va t'acheter du matériel, fais des formations, suis des gens qui en font, achète des magazines, va lire des blogs, sois-le maintenant. Tu sais, je parlerai d'une petite fille qui va être ballerine, mais sois-le maintenant, c'est la même chose. C'est bon conseil. C'est d'être dans l'action tout de suite. Puis ça finit par arriver. Faut le travailler, faut être là, faut être dans son rêve. Oh, sinon, ça arrivera jamais. Là. Moi, on dit qu'on est cliché à matin. Non, mais c'est un bon truc, pareil, parce que Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est simple, mais c'est vrai. Tu sais, Ouais. faut là maintenant. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. D'ailleurs, Normand Piché, c'est ce qu'il avait dit. Tu me parles de ça, puis tu me rappelles ce que Normand avait dit un peu, c'est que le projet n'était pas parfait nécessairement, mais il savait qu'il fallait qu'il le fasse, puis ça a été comme on le fait maintenant. Tu sais. Fait que c'est un très bon truc, je pense, à adapter à nos enfants, ça c'est certain. Certain. Faut pas avoir peur de se lancer. Tu sais, mon père, je me rappelle, mon père, il avait des rêves quand il a commencé. Mon père, il était facteur. Puis du jour au lendemain, il s'est lancé dans l'assurance vie à l'époque. Tu sais. Ah ouais, hein? C'est deux mondes complètement. Là. Différent. Puis les gars disaient, hey, ça fait 10 ans que t'es facteur, tu vas avoir ta pension, une belle retraite, qu'est-ce que tu fais là? Lâche pas ça. Puis il a tout balancé du jour au lendemain, puis il était longtemps sans revenu, là, parce que t'es uniquement à commission quand tu fais ce métier-là. Mais tu sais, il y avait un rêve, puis je me rappelle, il avait marqué sur un bout de papier qui en dessous de l'oreille. Tu sais. Ah ouais, hein? C'est de le noter, puis de l'avoir dans ta face, puis d'y penser constamment. Je pense. On dit envoyer ça dans l'univers, mais c'est ça, c'est de le travailler, ton rêve. Est-ce que ton père, il a réussi à travers ça? Est-ce qu'il s'est accompli là-dedans? Mon père, ça fait presque 30 ans maintenant aujourd'hui, il fait plus vraiment d'assurance vie, là, mais aujourd'hui, il est conseiller en placement. Ah ouais. Mais ça fait 30 ans. Il a bien réussi là-dedans. Très, très bien réussi. Contre toutes les contre-indications de ses collègues. Ah ouais. J'ai déjà été dans cette position-là, moi, tu sais. Ouais, ça, j'allais dire. Moi, j'ai été policier pendant 12 ans de ma vie. Bon. J'étais dans l'immobilier. Ouais. Même À chose. commission. La commission, exactement. Ouais. Mais
vivre ses passions à fond. Ouais. C'est un peu ce que tu fais aussi présentement. Tu sais, T'as pas l'impression de travailler à chaque jour, tu sais. Quand je m'occupe de ces trucs-là, non. Absolument pas. Puis ce que je trouve le fun justement avec la radio, avec la télé, c'est que là, je mêle vraiment mes deux plaisirs de communication et de sport et de plein air. Fait que ça, c'est vraiment pour moi le meilleur match. Puis, tu sais, à 42 ans, c'est peut-être ce qui m'attend, dans le sens que je parle de changement de carrière. J'ai beaucoup plus le goût de faire des choses dans ce sens-là au niveau communication, mais qui vont aussi mêler ou en tout cas se lier avec le plein air et le sport. Tu sais. Cool. Fait que, je sais pas où ça va me mener, mais je suis dans l'action. On te le souhaite. Être dans l'action. Ouais. On te le souhaite. Ok. Tantôt, tu disais qu'il y avait une longue liste d'affaires que tu devrais accomplir. Qu'est-ce qui serait dans le top de la liste? Si tu avais seulement une chose qui maintenant disait, écoute, Alexis, il te reste une aventure à faire, ça serait quoi? L'affaire qui me tente le plus, là, pour vrai, puis là, je parlais des enfants, mais ça serait de partir en famille et faire la route des Incas. Ah ouais, hein? J'aimerais ça partir, si c'était possible, plusieurs mois avec les enfants, à dos de lama, ou je sais pas quoi pour eux, là. Moi, je le marcherais, mais j'aimerais ça descendre toute l'Amérique du Sud, suivre la cordillère des Andes. Ouais. Ça serait comme le trip ultime. Puis tu sais, il y a une couple d'années, j'ai commencé aussi à faire de la voile, puis Ouais, j'ai vu ça aussi. à triper un peu de ce côté-là. Puis c'est sûr que l'idée de partir aussi avec la famille en voilier, c'est quelque chose qui est intéressant. Ça. Ce serait plus quelque chose, une expédition en famille. Ouais. Là, en tout cas, là, c'est vraiment ce qui m'anime depuis plusieurs mois. Là. C'est ce que j'ai lu. C'est ce qui serait dans le Mais ils sont à un âge aussi que c'est le fun. Ouais. Dans le sens. Ils peuvent suivre. Ans, ils veulent plus. Mais trop jeunes aussi, tu sais, ça, on peut pas suivre. Là, ils ont un bel âge pour ça. Ils sont capables de suivre, de découvrir des choses, de comprendre c'est quoi de faire des compromis sur des choses. Puis ils aiment ça. Tu sais, on fait beaucoup de randonnées ensemble. Ils font de la course, du triathlon, de la gymnastique, mais ils font beaucoup de randonnées. On en fait beaucoup l'été, en tout cas. Rando, camping, qui suivent maintenant. Ils sont pas mal bonnes. Ouais. C'est drôle, on est allé cet été reconduire ma fille au camp de vacances. Puis on a fait la Appalachian Trail, une couple de journées, ils s'entraînaient dedans. Puis on voyait des familles qui faisaient la trail au complet. Ouais. Il y avait une famille. Je les ai suivis jusqu'à la fin. De Catadin à J'ai Géorgie. suivi jusqu'à la fin, cette famille-là. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais. Il y en avait un qui avait comme... Honnêtement, il le portait dans un porte-bébé, là. Puis quand c'était tanné, il embarquait, puis il continue de marcher un peu. Ah, ça, c'est génial. C'est le genre de truc Je pense qu'il y avait que 4-5 enfants, là. Ça, c'est une autre affaire. J'entends souvent, puis même des amis, là, tu sais. Ils sont menés par les enfants. Il faut que les enfants suivent. Ouais. Les enfants suivent, ils s'adaptent à tout. Bien plus que nous. Bien plus que nous, tu sais. Depuis que j'ai 11 jours, là, qui nous suivent en randonnée, là, tu sais, dans le petit sac, puis tu te dis, on va faire ça, ils vont suivre. Il y a plein d'apprentissages pour eux là-dedans aussi. Je dirais pas ce que j'ai entendu. Mais, Mais ça fait vraiment des enfants qui s'adaptent à n'importe quoi. ouais. Ouais, puis c'est des outils pour la vraie vie après. Tu sais, la vraie vie dans le sens toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie à tous les niveaux. La vie est parsemée de bugs puis de problèmes, puis faut être outillé pour les régler, trouver des solutions. Est-ce que tu as eu des fois du monde qui t'ont dit un peu quel genre de parent que t'es d'amener ton enfant de 11 mois? Ben, tu sais, il y en a des fois qui nous regardent, moi et ma femme, puis qui disent comment vous faites pour faire autant d'affaires? Ouais. Bon, d'abord, ma femme est extraordinaire. Oh. Ma femme, c'est une organisatrice hors pair. Faut que tu sois organisé, là. À la base, c'est ça, mais c'est une fille qui est capable de tout compartimenter, puis de tout préparer, de tout prévoir. Fait que c'est sûr que j'ai la bonne partner pour ça. Sinon, on s'en sortirait pas. Mais c'est vraiment une question d'organisation, puis de choisir ses temps, puis de priorité aussi. Tu sais, à un moment donné, à quelques reprises, j'ai fait je courais, par exemple, 5 km pendant 30 jours. Moi, j'ai je sais que vous avez couru plus que moi, mais... Non, mais je me rappelle... Mais tu sais, un 5 km tous les jours, ou un 10 km tous les jours pendant un mois,
ce qui peut paraître anodin, mais même pour des gens qui courent, Ça l'est pas. Il y a des journées que ça marche pas, moi, je suis pas capable. ben, tu sais, où t'as trouvé ton temps? Écoute, un soir, je me rappelle, j'étais au festival de Banff, puis c'était à Montréal, puis il neigeait, puis je reviens chez moi, il est 11h30 le soir, mais il faut que je cours avant minuit. Après minuit, j'ai plus le droit, là, j'ai passé ma journée. Ouais. Fait que, tu sais, je suis arrivé chez nous, je suis brûlé, mais j'ai mis mes running, puis je suis parti. À un moment donné, j'étais en conférence à Sainte-Adèle, puis ça finissait très tard le soir, tout ça. Ma conférence était à 7h30 le matin, mais j'étais allé courir à 4h30 le matin avant ma conférence Ça, à c'est plus mon Sainte-Adèle. Fait que tu sais, non, mais tu sais, il y a toujours moyen quand tu veux l'entrer. Bon, là, c'était peut-être extrême, ça n'a pas besoin d'être toujours comme ça, mais c'est juste de se faire la preuve que quand tu veux faire quelque chose, c'est faisable, tu veux le prioriser, il y a de la place pour ça. Le reste, c'est des excuses. Ouais, ça, il y en a des excuses. On a plein. Je suis pas parfait, j'en trouve souvent moi aussi. Tout le monde Mais c'est ça, alors, les excuses, ça vient tellement rapidement, hein. C'est facile. Mais c'est ça, faut pas perdre de vue l'objectif qu'on a au départ quand on fait quelque chose. Pourquoi on le fait? Faire les choses pour les bonnes raisons aussi. Ouais. Tu sais, des fois, j'étais dans les Adirondacks le week-end dernier, puis on arrive au sommet. C'est sûr qu'il fait froid. Tu veux pas rester là hyper longtemps. T'es exposé, mais en même temps, tu te tapes tout ce job-là pour arriver au sommet puis profiter d'une vue, en fait. Tu sais. L'idée, c'est le panorama, c'est la vue à perte de vue. Fait que c'est un peu pour ça qu'on le fait. Fait que ça me prend un moment où je m'arrête puis je regarde, OK, c'est pour ça que je l'ai fait. Il y a pas d'autre raison. La haute montagne, c'est un peu la même chose. Il y a toute l'expérience humaine aussi qui entoure ça. Là. Mais en même temps, quand tu arrives au sommet, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes l'horizon. Là. C'est ça qui te parle. Il y a plein de raisons, mais en tout cas, ça, c'est une bonne. Alexis Nantel, merci d'être venu aux machines, là. C'était super Elle intéressant. n'est pas déjà terminée. Ouais. Ça n'a pas de sens. T'as ta capsule à enfant. Oui, il faut absolument qu'on fasse Faut que tu ça. fasses ta capsule enfant. T'as raison, j'ai manqué celle-là. Mais tantôt, j'ai écouté, mais on fait un segment pour les enfants dans les Ça machines. va durer à peu près moins de 5 minutes. Puis ce que je dis à tout le monde, Alexis, s'il y avait plusieurs enfants qui ont des défis autour de la table, puis tu as un message à leur passer en quelques minutes, qu'est-ce que tu dirais à ces enfants-là pour les aider à passer à travers un défi venant d'un gars qui fait de la montagne puis qui relève des défis souvent? Ben, la première chose que je dirais, c'est quelle aide je peux aller chercher? De qui? Est-ce que j'ai des gens qui m'entourent qui ont quelque chose à m'apporter? Je parlais de mentorat tantôt, ça se fait à tout âge. Peu importe le défi qu'on a, sportif ou scolaire ou artistique, de qui je peux m'inspirer, qui peut m'aider à aller plus loin. Fait que déjà, on gagne beaucoup de temps de cette façon-là. Des fois, ça va nous sécuriser aussi, nous donner confiance en soi, parce que des fois, c'est la confiance qui nous manque pour mener à bien ces projets-là. Fait que ça, c'est sûr que c'est la première chose. L'autre chose à travers ça, c'est la planification. Planifier vos choses, les écrire, se faire une liste. C'est quoi mes étapes? Est-ce que j'ai tant de temps pour le réaliser? Est-ce que je vais le réaliser le plus vite possible? Comment je devrais m'y prendre? C'est quoi les différentes étapes? Fait que la planification, ça, c'est hyper important. Et l'autre affaire, c'est vraiment l'idée de pas se décourager, de prendre une étape à la fois. Des fois, on fait une étape, ça marche pas, faut la recommencer. Je reviens à Normand Piché encore, que j'écoutais, il dit combien de noms il a essuyé, tu sais, pour arriver. Vous allez en avoir des noms. J'en ai à tous les jours des noms. Puis je suis dans un métier où je dois solliciter beaucoup de partenariats, de gens. Fait que c'est inévitable, les noms. Mais les noms, c'est juste comment je pourrais m'y prendre autrement? Est-ce que au bout de 10 noms, bon, est-ce que j'ai quelque chose à changer? Donc, se remettre en question aussi un peu là-dedans. Pas hésiter à se remettre en question constamment. Comment les 3-4 conseils que je donnerais? C'est déjà bon. Ouais. Cool. Alexis, c'est quoi pour toi être une machine? Eh boy! Ben, une machine, pour moi, c'est... Une machine, c'est d'être soi-même, à base. Pas essayer d'être quelqu'un d'autre.
mais faire avec ses forces. Si on est capable d'exploiter ses forces au maximum, ses talents, je pense que c'est là qu'on va devenir vraiment productif puis efficace dans ce qu'on veut faire puis ce qu'on recherche. Tu sais, machine comme on l'entend, tu sais, des fois c'est performer, c'est péjoratif là. Mais c'est vraiment d'exploiter ses talents, puis je pense que la réussite vient à partir de là, parce que tu te dénatures pas. Ouais. C'est de te construire sur ce que t'es intrinsèquement. Pas essayer de t'inventer un personnage. Un alter ego. Un alter ego. À part quand t'es sur le top de la montagne que ça va mal. Ouais, c'est ça. Si t'avais un livre à offrir au plus grand nombre de personnes possible pour les inspirer ou même les inspirer à aller vers la montagne, qu'est-ce que ce serait? Moi, j'ai lu un livre l'an passé qui m'avait été offert en cadeau qui s'appelle « Courir ou mourir » de Kylian Jornet, qui est un ultra-trailer. Il est pas vieux, le gars, encore, hein, je pense qu'il a pas 30 ans. Il a gagné de multiples courses dans le monde. Un gars qui court 360 jours par année. Moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire de ce livre-là, puis il y en a plein de bons livres, mais c'est comment ce gars-là arrive à se motiver jour après jour parce que il est complètement sur son X, il est complètement dans sa passion. Ouais. Puis de trouver son X puis sa passion va faire que la motivation vient seule puis que tu réalises des grandes choses après. Fait que c'est vraiment l'essentiel de ce livre-là là, que je retiens. Là. Bon, il y a des petites histoires de cœur à travers ça, puis on explique un peu ses courses jour après jour, mais essentiellement, c'est ça. Puis c'est un livre qui est quand même assez récent. Tu veux me prêter? Ouais. Cool. Si t'avais une chanson sur la trame sonore de ta vie jusqu'à maintenant, parce que dans 10 ans, ce serait autre chose, mais ce serait quoi? J'irais avec Hit Me With Your Best Shot. Wow. Ben, tu sais, la vie est pas facile. Puis, des fois, tu fais un bon coup, mais il y a un mauvais coup qui arrive. Ouais. Il y a toujours quelque chose qui fait que tu vas reculer avant d'avancer davantage. La vie est faite de combats. Mais faut juste pas prendre ça de façon trop... comment je pourrais dire ça? Trop pas engagée. C'est-à-dire que tu veux pas non plus que ces combats-là te démolissent, mais il faut que tu arrives à trouver des solutions, à passer par-dessus. Mais la vie est vraiment faite comme ça. À un moment donné, tu t'en rends compte, tu sais, plus jeune, je me disais, mais ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Une autre affaire qui m'arrive, puis mais à chaque fois, tu t'en rends pas compte, mais t'apprends des affaires. Il y a des affaires que tu refais pas de la même façon. Tu te prends autrement pour obtenir autre chose. Je vois la vie comme ça. Mais faut le voir positivement, là. Mais la vie est capable, des fois. Mais tu sais, qu'est-ce qu'ils disent? Hein? Une des recettes du succès, je pense, c'est Zig Ziglar qui disait ça. Il a dit 2 affaires intéressantes. En fait, il a dit, dans la vie, il faut que taille d'échec en échec avec le même enthousiasme. Ça fait en sorte que ça résume très bien. Ça va finir par passer à quelque part. Ouais. Puis il disait, faut que tu aies à la chasse à la baleine avec ta sauce tartare. Fait que ça, tu t'assures que tu vas faire la job rendu là. Ouais, absolument. Fait que, bien dit. Ouais. Alexis, merci. Hein, c'est quoi? Tu me donnes le goût. Je suis pas un grand gars de montagne. Tu sais, je suis pas un gars qui me suis nécessairement passionné pour ça. Je suis un gars de trail, de faire un paquet de trucs comme ça. Mais en t'écoutant, j'ai l'appel un peu de ça. Fait que je te promets de faire plus de montagne. Je t'invite quand tu veux. Je vais partager avec toi ces choses-là. Puis merci. Puis on peut connecter avec toi à quel endroit? Ben ma plateforme web alexinantel.com là, puis à partir de là, les réseaux sociaux sont là, mais j'essaie de le maintenir à jour le plus souvent possible. Avec vraiment toutes les informations. Si vous voulez m'inviter pour des conférences ou autre, toute l'information est là. Tout à fait. Alexis, merci beaucoup d'inspirer les gens. Merci de l'invitation encore. Grand plaisir. Gentil. Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis à bientôt. Merci Machine. Bonne semaine. Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout.